Pendant 4000 ans, ils ont vécu dans l'ombre. Alors que tout le jeu des trônes se déroulait au grand jour, rois, guerres, dragons, prophéties, eux se contentèrent de faire leur travail, en silence, dans l'ombre, sans nom, sans visage, sans laisser de traces. Mais si l'on rassemble tout ce que Martin a disséminé par bribes dans 5 livres, 2 chroniques et des interviews éparses, il en ressort quelque chose de véritablement effrayant. Un ordre qui, peut-être, ne se contente pas de tuer des gens sur commande. Un ordre qui a déjà anéanti une fois la plus grande civilisation du monde et qui, à en juger par tout cela, n'a pas l'intention de s'arrêter là. Bienvenue dans l'histoire complète des 100 visages. Des mines d'esclaves de Valyria à la Maison du Noir et du Blanc, du premier don à la théorie du destin, qui change tout. Pour comprendre les 100 visages, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ne sont pas. Dans la série, on nous a présenté un ordre exotique d'assassins mercenaires dotés d'une belle philosophie. Jaqen H'ghar, avec sa façon de parler de lui-même à la 3e personne. La salle des visages, l'apprentissage à l'aveugle d'Arya, tout cela fonctionnait à l'écran. Mais la version littéraire est plus profonde, plus effrayante et fondamentalement différente dans sa structure et son sens. Dans la série Les 100 visages, ils servent avant tout de toile de fond à l'arc narratif d'Arya. Dans les livres, ils sont tout autre chose, une organisation millénaire dotée de sa propre histoire, de sa propre théologie et, surtout, de ses propres objectifs. Qu'elle n'explique à personne. Commençons par le commencement. Et ce commencement ne se trouve pas à Braavos. Il se trouve dans un lieu dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, des îles noires dans une mer toxique et des légendes sur une grandeur dont personne ne se souvient plus en détail. Frigold, aux Valyriens. La civilisation la plus puissante que le monde de Le Trône de Fer ait connue. Il y a environ 5000 ans, de simples bergers de la péninsule au sud d'Essos sont tombés par hasard sur quelque chose au cœur d'une chaîne de montagnes appelée les 14 Feux. Ils y ont trouvé des dragons, pas morts, vivants, et au lieu de s'enfuir, ils ont commencé à les apprivoiser. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé le monde entier. En l'espace de quelques siècles, un petit peuple de bergers s'est transformé en une puissance dominante sur le continent. 40 grandes maisons, chacune possédant des dragons, se partageaient le pouvoir sur Frigold, et à travers lui, sur la majeure partie d'Essos. Ils construisaient des routes en pierre si solides qu'elles existent encore aujourd'hui. Ils forgeaient un métal dont ils fabriquaient des épées qui ne s'émoussaient jamais et capables de tuer même ce que le fer ordinaire ne peut tuer. Ils maîtrisaient la magie du sang et des secrets dont les maîtres préfèrent taire l'existence. À l'apogée de sa puissance, Valyria était le centre du monde. Ses tours, selon les descriptions, s'élevaient jusqu'aux nuages. Sa langue devint celle des lettrés, des cités libres jusqu'à la baie des serpents. Son acier de mâchoire de dragon était plus prisé que l'or. Mais toute cette splendeur reposait sur des fondements dont on n'avait pas coutume de parler ouvertement. Frigold s'était construit grâce au travail des esclaves. Les mines situées au pied des 14 feux exigeaient des milliers de mains. Les minerais nécessaires à la fabrication de l'acier valyrien étaient extraits dans des conditions que les esclaves ne survivaient pas plus de quelques années. De tous les coins du monde connus, on amenait ici des gens qui n'avaient ni droit, ni nom, ni avenir. Il n'y avait que la terre sous leurs pieds, la pierre tout autour et le feu au-dessus de leur tête. C'est ici même, dans ces mines, qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre des 100 visages. Et c'est là que commence la partie de l'histoire après laquelle vous ne verrez plus jamais les 100 visages de la même façon. Son nom n'a pas été conservé. Martin l'appelle simplement le premier 100 visages. Nous ne savons pas d'où il venait, quel âge il avait, ni combien de temps il a passé dans les mines. Nous savons seulement qu'il savait écouter. Dans les mines des 14 feux travaillaient des esclaves venus d'une centaine de contrées différentes. Chacun d'entre eux priait ses propres dieux. Certains invoquaient les dieux de Giza, d'autres le Trifas, d'autres encore l'étranger de la foi des Sept, et d'autres enfin des dieux, dont les noms sont aujourd'hui complètement tombés dans l'oubli. Tous priaient différemment. Mais le premier sans visage, en écoutant ces prières, en vint à la conclusion qu'ils s'adressaient tous à un seul et même Dieu, à ce Dieu unique que personne ne peut contourner,
à ce Dieu qui attend chacun, qu'il soit riche ou pauvre, libre ou enchaîné, au Dieu aux multiples visages, au Dieu de la mort. Cette idée était à la fois simple et révolutionnaire. La mort est présente dans toutes les religions, peu importe comment on l'appelle. L'étranger dans la foi des Seth, le bouc noir dans le corps, le lion de la nuit dans le Yéti. Ce sont là les différents visages d'un seul Dieu, celui qui vient chercher tout le monde. Et le premier sans-visage décida qu'il était l'instrument de ce Dieu. Il est important de bien comprendre ce qu'il fit ensuite, car on en parle souvent de manière inexacte. Il n'a pas donné de don à l'esclave. En tout cas, pas tout de suite. Le premier don, selon la tradition transmise aux jeunes sans-visage lors de leur formation, fut donné à l'esclave le plus tourmenté, celui qui priait avec le plus grand désespoir. Un esclave qui ne demandait plus la libération, mais la faim. Le premier sans-visage l'a tué, silencieusement, rapidement, sans souffrance. C'était de la miséricorde, ou plutôt, ce que le premier sans-visage considérait comme de la miséricorde. Mais ensuite, il s'est produit quelque chose de fondamentalement différent. Un autre esclave a prié les dieux pour que son surveillant meure. Il ne priait pas pour sa propre mort, mais pour celle de celui qui le tourmentait. Le premier sans-visage a entendu cette prière lui aussi, et il l'a exaucée également. C'est la différence entre une bonne action et une arme. À partir de ce moment-là, les sans-visages ont commencé à apprendre. Comment porter un coup que personne ne verrait? Comment s'approcher de celui qu'on garde? Comment passer pour quelqu'un d'autre? Comment mourir sans que personne ne sache que l'on est mort? Ils étudiaient chaque surveillant valyrien qu'ils tuaient. Ils apprenaient la technique grâce à leurs victimes. En observant les gardes, ils apprenaient à contourner les mesures de sécurité. En surveillant les horaires, ils apprenaient la patience. Les mines des 14 feux furent la première académie des sans-visages, et aucun des surveillants ne s'en doutait. Pendant des centaines d'années, ils ont tué tout en restant invisibles. Pendant des centaines d'années, ils s'entraînèrent dans des conditions qui auraient tué n'importe qui d'autre. Le premier don devint une doctrine. La doctrine devint un ordre. L'ordre devint quelque chose pour lequel Valyria n'avait ni mot ni concept. Car cela ne s'est jamais produit auparavant à Valyria. Mais il faut s'arrêter ici et se poser une question honnête. Est-ce vraiment vrai? Nous ne disposons d'aucune légende concernant les sans-visages dans les sources primaires. Tout ce que nous savons de leurs origines, ce sont eux-mêmes qui nous l'ont raconté, soit par l'intermédiaire de l'homme au cœur bienveillant, qui enseigne l'Arié, soit à travers les récits rituels que les novices entendent lors de leur initiation. Une organisation qui fonde toute son image sur le mensonge et le changement de visage nous raconte son histoire. Faut-il lui faire confiance? C'est un contre-argument valable. Et la réponse n'est pas « oui, fais-leur confiance ». La réponse est la suivante. La légende fondatrice est importante quoi qu'il en soit, car elle façonne ce en quoi croient les sans-visages, et ce en quoi ils croient détermine ce qu'ils font. Gardez cela à l'esprit. Nous y reviendrons plus tard, lorsque nous aborderons la théorie la plus controversée. La période la plus sombre de leur histoire commence là où s'achève leur formation de tueurs libérateurs et où débute leur action dans le cadre d'une entreprise d'une ampleur bien plus grande. Il y a 4000 ans, les sans-visages faisaient partie des esclaves. Il y a 3000 ans, ils ont tué leur geôlier. Il y a 2500 ans, ils ont commencé à tuer autre chose que leur geôlier. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit. Le monde de glace et de feu en parle de manière vague. Le premier sans-visage a fait don aux seigneurs valyriens eux-mêmes. Pas seulement aux surveillants subalternes, aux mages eux-mêmes, aux seigneurs du feu eux-mêmes, à ceux qui détenaient le pouvoir sur les dragons et la magie sanglante. Et c'est là que nous abordons une théorie dont la plupart des téléspectateurs de la série n'ont jamais entendu parler. Mais dans les livres, elle est suffisamment présente pour qu'on la prenne au sérieux. La chute de Valyria s'est produite environ 4 siècles avant les événements de la série principale. En une seule nuit, les 14 feux ont explosé, provoquant l'effondrement de la péninsule dans la mer. La plus grande civilisation du monde a cessé d'exister. Ses tours se sont effondrées. Ses mages ont péri dans les flammes. Ses dragons ont péri.
À la place de l'ancienne terre ferme, il n'y a plus désormais qu'une mer fumante, recouverte d'un brouillard toxique et parsemée d'îles noires. La version officielle, une catastrophe naturelle. Les volcans entrent en éruption, cela arrive. Selon certains maîtres, notamment Septon Barth, dont la plupart des érudits préfèrent ignorer les travaux, les mages valyriens disposaient de sorts permettant de maîtriser les 14 feux. Pendant des millénaires, les volcans sont restés sous contrôle, non pas parce qu'ils s'étaient calmés d'eux-mêmes, mais parce qu'on les calmait, par la magie. À l'aide de rituels spéciaux que seuls des mages spécialement formés connaissaient. Des mages engagés par les plus puissants seigneurs du feu de Frigold. Ajoutez à cela ce que nous savons des Sans-Visages. Ils ont passé plusieurs siècles dans ces mines, à s'entraîner à tuer sans que personne ne s'en aperçoive. Ils ont appris à s'approcher des personnes sous protection. Ils ont appris à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il si les Sans-Visages s'acharnent à tuer précisément les mages qui maintiennent les sorts volcaniques? Chaque meurtre de ce type affaiblit légèrement le maintien. Un nombre suffisant de meurtres sur une période suffisamment longue, et le système de contrôle commence à se fissurer. Puis, une nuit, tout s'effondre d'un seul coup. Dans « Le trône de fer », il est clairement écrit « Certains savants estiment que le fléau a été provoqué par le nombre trop élevé d'assassinats de mages qui contrôlaient les 14 feux. » Martin a mis ces propos dans la bouche de savants que la majorité de la communauté universitaire ne prend pas au sérieux. Mais ceux qui savent comment Martin dissimule la vérité dans son texte le savent bien. Si quelque chose est attribué à Septon Barth ou à un groupe d'hérétiques parmi les maîtres, c'est presque toujours exactement ce qui s'est passé en réalité. Telle est sa manière d'écrire. Si cette théorie est vraie, l'ampleur de ce qui s'est passé dépasse tout simplement l'entendement. Il ne s'agit pas du meurtre d'un seul roi, ni du renversement d'une seule dynastie. Il s'agit de l'anéantissement de la civilisation la plus puissante de l'histoire du monde connu. 40 grandes maisons, une culture millénaire, des centaines de dragons, des millions de personnes périssant en un seul jour. Et ce sont des esclaves, que l'on ne considérait même pas comme des êtres humains, qui ont accompli cela. Mais attendez, car nous avons ensuite une question importante à poser à cette théorie. Et la réponse à cette question change notre façon de comprendre tout ce qui s'est passé par la suite. Soyons honnêtes, l'hypothèse selon laquelle les Sans-Visages auraient délibérément détruit Valyria n'est qu'une théorie. Il ne s'agit pas d'un fait avéré, mais d'une spéculation fondée sur des indices tirés du texte. Martin ne l'a ni confirmé ni infirmé. Il existe des indices qui plaident en sa faveur, mais elles soulèvent également de sérieuses questions. Première question. Si les Sans-Visages avaient prévu de détruire Valyria, pourquoi ne sont-ils pas partis eux-mêmes avant? D'après l'histoire, les Sans-Visages ont survécu au destin, certains d'entre eux du moins. Cela signifie soit qu'ils avaient été prévenus, soit qu'ils savaient eux-mêmes quand exactement la catastrophe allait se produire, soit qu'ils se trouvaient suffisamment loin de l'épicentre. Aucune de ces options ne rend la théorie impossible, mais chacune d'entre elles nécessite des hypothèses supplémentaires. Deuxième question. Le roc a-t-il détruit non seulement Valyria, mais aussi l'esclavage même qu'elle imposait? Non. Le commerce des esclaves à Slavers Bay a continué de prospérer après le roc. Les Sans-Visages n'ont pas libéré les esclaves. Ils ont détruit le système qui les opprimait spécifiquement, mais pas l'esclavage en tant que phénomène. Cela témoigne soit de la limitation de leurs objectifs, soit du fait que leur but n'était pas de libérer les esclaves. Troisième question, la plus dérangeante. Mais pourquoi avaient-ils besoin de faire cela? Si l'on en croit leur propre discours, ils offrent le don de la mort à ceux qui souffrent. La destruction de Valyria a apporté ce don à des millions de personnes. Cela s'inscrit aussi bien dans leur théologie que dans la théorie de la vengeance. Ou s'agit-il simplement d'une rationalisation a posteriori? La théorie apporte des réponses à ces trois questions, mais aucune d'entre elles n'est incontestable. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'un domaine de spéculation fondée et non d'un dogme établi. Voici ce qui est établi. Les Sans-Visages ont survécu au fléau. Peu de temps après, ils se sont installés à Braavos. Et c'est là que commence une autre histoire, qui explique pourquoi ils sont devenus tels que nous les connaissons. Bravo n'a pas toujours été célèbre. Aujourd'hui, c'est l'une des cités libres les plus riches et les plus puissantes,
avec sa banque de fer, le Titan et la maison du noir et du blanc. Mais pendant près d'un millénaire, elle a existé comme une ville secrète, dont personne ne connaissait l'existence, à l'exception de ceux qui y vivaient. L'histoire de sa fondation est exactement la même que celle des Sans-Visages, mais à une autre échelle. Braavos a été fondée par des esclaves, ces mêmes esclaves que transportaient les navires valyriens et qui, un jour, se sont révoltés, ont tué les gardes et se sont emparés des navires. Ils ne savaient pas où aller. Il leur fallait un endroit suffisamment éloigné de Frigold pour que les dragons ne puissent pas les atteindre. Selon la légende, ce sont les prêtresses des chanteurs de la lune qui leur ont indiqué le chemin vers le nord, vers une lagune cachée par le brouillard, au milieu d'un archipel de petits îlots au large de la côte nord-ouest d'Essos. Ce n'était pas un hasard si les esclaves et les sans-visages se retrouvaient au même endroit. Ils avaient un passé commun, un ennemi commun, une compréhension commune de ce qu'est le manque de liberté. Et Braavos incarne dès le départ ce principe, une ville qui déteste l'esclavage, qui l'interdit sur son territoire, qui accueille les fugitifs. En ce sens, Braavos et les Sans-Visages sont deux produits d'un même processus. La violence valyrienne les a engendrés tous les deux. Lorsque Braavos s'est enfin ouvert au monde, d'abord en nouant des relations commerciales, puis en sortant de l'ombre pour devenir un acteur politique à part entière, les Sans-Visages s'y trouvaient déjà. Ils s'y étaient déjà installés. Ils y avaient déjà ouvert la maison du noir et du blanc. Voici à quoi ressemble ce bâtiment. Les portes de l'entrée principale sont faites de deux essences de bois différentes. L'une est noire, l'autre blanche. Une symétrie qu'il est impossible de ne pas remarquer. À l'intérieur, une grande salle sombre avec un bassin d'eau noire au centre. Sur les murs, des statues de dieux de la mort issus de différentes cultures. L'inconnu, le bouc noir, le lion de la nuit, d'innombrables autres. Tous, selon la théologie des Sans-Visages, sont les visages d'un seul et même être. Dans de petites niches, le long des murs reposent les corps de ceux qui sont venus ici pour mourir. Car les Sans-Visages ne se contentent pas d'offrir des meurtres sur commande. Ils offrent un don à tous ceux qui viennent le chercher eux-mêmes, gratuitement. Quiconque a atteint le terme de ses souffrances et est prêt à mourir peut se rendre à la maison du noir et du blanc, boire dans le bassin noir et partir sans douleur. C'est un détail que la série a presque entièrement omis. Or, dans les livres, il est essentiel, car il explique pourquoi les Sans-Visages ne sont pas de simples tueurs. Ce sont des prêtres. Pour eux, la mort n'est pas un métier, c'est un ministère. Voyez maintenant comment cela fonctionne dans la réalité. Une personne riche et influente souhaite engager les Sans-Visages pour assassiner son ennemi. Ceux-ci demandent une somme colossale pour cela. Tout le monde sait ce qu'ils demandent, mais ils l'acceptent précisément parce que l'argent n'est pas leur but. C'est une offrande aux dieux. Chaque meurtre commandité est un sacrifice offert aux dieux aux multiples visages, au nom de celui qui l'a commandité et par l'intermédiaire de celui qui a été tué. L'argent n'est pas nécessaire pour s'enrichir. L'argent est nécessaire pour que le meurtre ait un prix. Une mort bon marché ne sera pas dûment agréable aux dieux. Cela ressemble à une justification ? Peut-être. Mais c'est exactement ce qu'ils en pensent. Et c'est là que réside l'un des principaux paradoxes des Sans-Visages. Cet ordre, fondé par des esclaves comme forme de résistance à l'oppression, est désormais au service de ceux qui peuvent s'offrir leur service. Or, seuls les individus très fortunés et influents peuvent s'offrir leur service. En d'autres termes, cet ordre, qui visait à permettre aux pauvres de se venger des riches, s'est transformé en une arme des riches contre les riches. Ou peut-être quelque chose d'encore plus complexe. Nous y reviendrons plus tard. Il existe une différence fondamentale entre la version littéraire et la version télévisée des Sans-Visages, dont on parle rarement. Et cela ne concerne ni les détails de leur apparence physique, ni la chronologie de l'arc narratif d'Arya. Dans la série, les Sans-Visages constituent avant tout une organisation qui n'a qu'un seul objectif, devenir personne. La formation dispensée par Jaqen est présentée comme un effacement de l'identité. Devient personne, endosse n'importe quel visage, tue sur ordre. Wife tente de tuer Arya, car celle-ci n'a pas réussi à devenir personne.
Enfin, Arya l'emporte, retrouve son visage et repart chez elle. Les 100 visages n'étaient qu'une étape sur le chemin de son passage à l'âge adulte. Dans les livres, c'est beaucoup plus complexe. L'apprentissage y prend nettement plus de temps. Arya traverse une période d'aveuglement, des années passées dans le rôle de chat des canaux, une fille des rues que personne ne remarque. Ses tâches pendant sa formation ne sont pas liées au meurtre, mais à l'observation, à la capacité de lire dans les pensées des gens, à la patience. Le bon maître qui l'instruit dans les livres est bien plus subtil que le Jaqen de l'écran. Sa pédagogie s'apparente davantage à une lente transformation de la conscience, s'étalant sur plusieurs années, qu'à l'acquisition d'un ensemble de compétences au combat. Et un point essentiel, dans les livres, Arya se trouve toujours à Braavos à la fin du 5e tome. Elle n'est pas encore revenue à Westeros. Son histoire avec les 100 visages n'est pas terminée. C'est important car cela signifie que Martin lui réserve quelque chose que la série n'a pas montré. De plus, dans les livres, les 100 visages mènent manifestement leur propre jeu, ils ne se contentent pas d'exécuter des ordres. Cela apparaît clairement à travers un épisode, en apparence secondaire, du prologue du 4e tome. On nous présente un jeune novice de la citadelle nommé Pat. Un inconnu, se faisant appeler l'alchimiste, s'approche de lui. Il lui propose, contre une pièce d'or, une petite mission, voler la clé de l'archimètre Walgrave qui ouvre toutes les portes de la citadelle. Pat prend la pièce, en mord un morceau pour vérifier son authenticité. Il fait quelques pas, puis il s'effondre, parce que la pièce avait été empoisonnée. Lorsque Samuel Tarly arrive à la citadelle à la fin de ce même livre, il rencontre un jeune novice nommé Pat, bien vivant, en bonne santé, sympathique. Tout va bien, si l'on fait abstraction du fait que le vrai Pat est mort. Et la clé qui ouvre toutes les portes des archives du savoir de Westeros est désormais entre les mains de l'alchimiste, dont la description correspond exactement à celle de Jaqen H'ghar. Pourquoi Jaqen se trouve-t-il à la citadelle? Que cherche-t-il exactement là-bas? Nous n'en savons rien. Martin n'a pas encore écrit « Les vents de l'hiver », mais il existe des hypothèses, et certaines d'entre elles sont très intéressantes. Il existe un livre intitulé « La mort des dragons » qui, selon la rumeur, serait conservé dans un coffre-fort de la citadelle. Une théorie veut que les 100 visages veuillent ce texte, car ils haïssent toujours les dragons. Ils se souviennent toujours de Valyria. Ils n'ont pas encore achevé leur œuvre. C'est précisément ici que la théorie sur le rocher de Valyria prend une toute autre dimension. Faisons le point sur tout ce que nous savons. Les 100 visages sont nés dans l'esclavage, maintenu par Valyria. Ils ont appris à tuer de telle manière que personne ne puisse le prouver. Ils ont peut-être systématiquement éliminé les mages qui contrôlaient les 14 feux. Après le fléau, ils se sont installés à Braavos, la cité des esclaves. Ils haïssent profondément Freegold et tout ce qui s'y rapporte. Plusieurs siècles se sont écoulés. Valyria n'existe plus. On pourrait croire que tout est fini. Mais les Targaryens ont survécu. Ils avaient des dragons. Et aujourd'hui, Daenerys Targaryen possède 3 dragons et met le cap sur Westeros. Dans le même temps, Jaqen H'ghar, l'un des meilleurs sans visage, s'introduit pour une raison inconnue dans la citadelle et dérobe la clé de tous ses coffres. Parallèlement, dans les livres, Euron Greyjoy tente de négocier avec les Sans-Visages, leur proposant quelque chose de très particulier en guise de paiement. Selon certaines versions, il s'agirait d'un œuf de dragon, ce qui constituerait une monnaie bien étrange pour une organisation qui n'accepte pas l'or au-delà d'une certaine limite. Mais si les Sans-Visages ne recherchent pas l'argent, mais la destruction de la magie liée au dragon, si leur objectif à long terme est d'éliminer de ce monde ce qui rendait Valyria si dangereuse, alors toute cette agitation prend un tout autre sens. C'est bien sûr une hypothèse. Martin ne dit nulle part explicitement que les Sans-Visages ont un tel plan, mais il a créé une organisation forte de 4000 ans d'histoire et dotée d'un fondement idéologique bien précis. Cette organisation continue d'agir dans le 5e tome, et ce qu'elle fait est clairement lié à la collecte d'informations sur les dragons. Et elle le fait en secret. Peut-on expliquer cela plus simplement? Oui. Jaqen a peut-être été envoyé là-bas par un commanditaire précis pour commettre un meurtre ou un vol précis. Peut-être que tout cela n'a absolument rien à voir avec les dragons.
Peut-être que tout cela fait simplement partie d'un jeu mené par d'autres, dans lequel les sans-visage ne sont qu'un simple outil. Mais voici ce qui rend la théorie d'un plan anti-dragon à long terme intéressante. Elle explique d'un seul coup plusieurs éléments qui, autrement, semblent sans rapport les uns avec les autres. Pourquoi les sans-visage sont-ils basés précisément à Braavos, une ville fondée sur la haine de Valyria? Pourquoi Jaqen s'infiltre-t-il dans la citadelle précisément maintenant, alors que des dragons vivants ont refait leur apparition dans le monde? Pourquoi leur liste de victimes comprend non seulement des rois et des marchands, mais aussi le prince de Dorne et, selon certaines versions, Balon Greyjoy? Ce n'est pas une preuve, c'est un ensemble d'indices indirects qui forment un schéma précis. Et compte tenu de tout ce que nous savons de l'histoire des sans-visage, ce motif est difficile à ignorer. Revenons maintenant à Arya, car dans cette histoire, elle n'est pas seulement le personnage principal lié au sans-visage. Elle est un élément fondamentalement étranger à un système qui existe depuis des milliers d'années. Tout ce qui a été développé autour de l'arc narratif des sans-visage dans les livres met en évidence un conflit central. Pour devenir un sans-visage, il faut renoncer à soi-même. Complètement. Il ne s'agit pas de se faire passer pour quelqu'un d'autre tout en restant soi-même à l'intérieur, mais de devenir littéralement personne, se débarrasser d'Arya comme on se débarrasse de vieux vêtements, la remplacer par un instrument. Les sans-visage existent depuis des milliers d'années précisément parce que le système fonctionne. Des gens qui, autrefois, étaient quelqu'un, acceptent de devenir personne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une condition littérale. Arya n'est pas d'accord. Elle tue Darhart, un comédien de la troupe des « ceux qui regardent au-delà du mur », car elle estime qu'il mérite la mort, de son propre chef, sans ordre. Et pour cela, on la rend aveugle. Dans les livres, cette cécité n'est ni une vengeance ni un accident. C'est une leçon. Tu as pris ce qui appartient à Dieu sans en avoir reçu la permission. Tu as décidé qui devait mourir. Tu n'es personne. Tu es toujours Arya. Et voici ce qui est intéressant. Le bon cœur lui rend la vue. L'apprentissage se poursuit. Cela signifie soit que les sans-visage ont fait une exception pour elle, soit qu'ils voient en elle quelque chose qui les pousse à supporter son entêtement. Pourquoi? Voici une hypothèse. Jaqen n'est pas apparu aux côtés d'Arya par hasard. Il se trouvait à Port-Réal. Il l'a rencontré précisément au moment où Ned Stark se rendait à son exécution. Certains théoriciens supposent que Jaqen avait déjà été envoyé à Port-Réal avec une mission précise et que le sauvetage d'Arya était une conséquence de sa présence là-bas et non un acte de bonne volonté. D'autres pensent que les sans-visage ont délibérément envoyé Jaqen pour finalement amener Arya à la Maison du Noir et du Blanc. Pourquoi veulent-ils Arya? Peut-être qu'ils n'ont besoin de personne en particulier. Peut-être reconnaissent-ils simplement un bon sujet quand ils le voient. Peut-être que cette jeune fille, qui a tué son premier surveillant, le fils de la forêt, avant même d'avoir appris à manier véritablement l'épée, leur rappelle quelqu'un. Quelqu'un qui, autrefois, écoutait les prières dans les mines près des 14 feux. Mais Arya est différente. Contrairement au premier sans-visage, elle a un nom, elle a une maison, elle a une liste. Et elle est bien décidée à la mener à bien. C'est précisément pour cette raison qu'elle est une étrangère. Non pas parce qu'elle est mauvaise élève, mais parce que sa motivation est à l'opposé de celle de l'ordre. Les sans-visage tuent, sans colère, sans motivation personnelle, sans liste. Alors qu'Arya Stark tue précisément par colère, précisément par motivation personnelle, précisément en suivant une liste. Dans les livres, cette histoire n'est pas terminée. Martin n'a pas encore décidé ce qu'il adviendra d'elle. Deviendra-t-elle véritablement personne? Ou redeviendra-t-elle elle-même? Ou, ce qui serait le plus intéressant, trouvera-t-elle une troisième voie, quelqu'un qui utilise les outils des sans-visage, tout en restant Arya Stark? La Banque de fer de Braavos, la plus grande institution financière du monde connue, une organisation à laquelle le trône de fer est redevable, une organisation qui, si l'on en croit le dicton bien connu, obtient toujours ce qu'elle veut. Il n'existe aucun lien avéré entre la Banque de fer et les sans-visage. Il est important de le souligner. Officiellement, il s'agit de deux organisations distinctes,
issus d'une même ville. Mais certains détails donnent à réfléchir. La Banque de Fer a été fondée à une époque où Braavos était encore une cité secrète, à peu près au moment où les Sans-Visages s'y sont installés. Les 23 fondateurs cachèrent leurs biens dans une mine abandonnée et commencèrent à accorder des prêts. Les descendants de ces fondateurs sont encore aujourd'hui appelés les gardiens des clés et jouissent d'un statut particulier au sein de la banque. L'argent contrôle l'information. L'information permet de savoir qui tu es. Tuer la bonne personne au bon moment peut changer qui paie ses dettes et qui ne les paie pas. Une banque qui trouve de nouveaux rois lorsque les anciens ne paient pas et un ordre qui tue précisément ceux qu'il faut pour que les nouveaux rois montent sur le trône ne semblent pas simplement coexister dans une même ville. Ils semblent se compléter mutuellement. Ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucun passage dans les livres qui le confirme explicitement. Mais la nature même de ces coïncidences est inquiétante. Martin aime construire ses histoires de telle sorte que les acteurs les plus puissants restent dans l'ombre. Les Lannister semblent être au sommet du pouvoir dans le premier tome, puis on découvre que Tywin est plus important. Ensuite, on apprend que Littlefinger contrôlait bien plus de choses qu'il n'y paraissait. Puis, on découvre que Varys, à son tour, avait un plan dont Littlefinger n'avait pas la moindre idée. Plus on avance dans le texte, plus les couches se multiplient. Les Sans-Visages et la Banque de Fer pourraient constituer la prochaine strate. Des organisations dont les manœuvres sont si lentes et si discrètes que personne à Westeros ne se rend même compte qu'elles sont à l'œuvre. Et alors, Arya, cette petite fille, qui tue selon une liste, apparaît sous un tout autre jour. Non pas comme un instrument des Sans-Visages, mais comme ce grain de sable qui s'est glissé dans les rouages du mécanisme. Celle dont la présence dans le système n'avait été ni planifiée ni prévue par les Sans-Visages. Faisons le point. Qu'est-ce que nous savons avec certitude? Qu'est-ce que nous pouvons considérer comme une hypothèse bien fondée? Et qu'est-ce qui relève encore de la pure théorie? Canon. Les Sans-Visages sont nés dans les mines de Valyria parmi les esclaves. Le premier Sans-Visage fit un don à un esclave qui souffrait, puis tua un surveillant valyrien avant d'enseigner son art à d'autres. L'ordre survécut au destin, s'installa à Braavos et fonda la Maison du Noir et du Blanc. Depuis des milliers d'années, ils opèrent comme une guilde de prêtres assassins, vendant la mort à ceux qui sont prêts à la payer. Dans le 4e tome, Jaqen H'ghar s'est infiltré dans la citadelle, a tué un novice et a pris sa place. Une hypothèse tout à fait plausible. Les Sans-Visages mènent leur propre jeu, qui ne se résume pas à exécuter les ordres d'autrui. Leur présence à la citadelle, au moment où les dragons vivants ont refait leur apparition dans le monde, ne peut être une coïncidence. Leur fondement idéologique, ancré dans la haine de Valyria, n'a pas disparu en 4000 ans. Thèse. Les Sans-Visages ont délibérément provoqué le destin de Valyria en tuant les mages qui gardaient les 14 feux. Il existe des indices qui vont dans ce sens. Il existe également des indices qui s'y opposent. Verdict, plus probable qu'improbable, mais non prouvé. Théorie, les Sans-Visages et la Banque de Fer sont liés au niveau institutionnel. Les indices sont indirects, mais la logique des similitudes structurelles est convaincante. Verdict, une hypothèse intéressante qui nécessite des preuves, lesquelles font pour l'instant défaut. Théorie, dans l'intrigue actuelle, l'objectif ultime des Sans-Visages est lié à l'extermination ou au contrôle des dragons. Cette hypothèse est convaincante d'un point de vue thématique, mais n'est étayée par aucune preuve textuelle directe. Qu'est-ce que la série nous a fait perdre? Premièrement, le caractère inachevé. Dans les livres, Arya est toujours à Braavos. Son histoire n'est pas terminée. C'est fondamental. Deuxièmement, l'ampleur. La série a présenté les Sans-Visages comme une expérience personnelle d'Arya. Les livres les décrivent comme une organisation dotée d'une histoire millénaire et d'ambition potentiellement mondiale. Troisièmement, la question la plus sombre. Que fait exactement Jaqen à la citadelle et pourquoi est-ce important précisément maintenant? C'est précisément pour cette raison que Les Vents de l'Hiver apportent, entre autres, une réponse à la question des Sans-Visages. Quels sont leurs desseins? Que font-ils? Ont-ils achevé leur mission à Valyria? Ou bien cette histoire vieille de 4000 ans n'est-elle pas encore tout à fait terminée? Valar, Morghulis. Tout le monde doit mourir. 3 mots qui résonnent en valyrien.
La langue d'une civilisation que les Sans-Visages ont peut-être anéantie, ce n'est pas de l'ironie, c'est très probablement une intention. S'emparer de la langue des oppresseurs, en faire une doctrine, la mettre dans la bouche de ceux qui poursuivent l'œuvre commencée dans les mines des 14 feux. Tout ce que Valyria a construit, nous ne pouvons plus le reconstruire. Le secret de l'acier valyrien a été perdu. Les tours qui s'élevaient jusqu'aux nuages gisent sous une mer fumante. Les 40 grandes maisons ont disparu. La culture, la langue et la magie ne subsistent plus que sous forme de fragments et chez les réfugiés. Mais les Sans-Visages existent bel et bien, silencieux, discrets, sous différentes apparences. Ils vaquent à leurs occupations. Ils prient leur Dieu. Et peut-être achèvent-ils ce qu'ils ont commencé il y a des milliers d'années. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Les Sans-Visages ont-ils détruit Valyria intentionnellement ou s'agit-il d'une belle théorie qui manque de preuves? Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.